tous, aujourd'hui on joue à Choreo, un jeu de Gary Kim édité par Monster Games. C'est un jeu assez court, compté environ 15 minutes, pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors le pitch du jeu, nous sommes dans un univers steampunk imaginaire et dans un contexte politique un peu tendu, et nous allons devoir jouer des cartes personnages, des cartes événements, afin d'essayer d'obtenir à la fin de la partie un maximum de points d'influence. Alors dans la boîte on trouve des cartes personnages comme ceci. Les cartes sont numérotées de 1 à 9. Alors il y a un exemplaire de la carte 1, il y a 2 exemplaires de la carte 2, 3 exemplaires de la carte 3, etc. Donc il y a 9 exemplaires de la carte 9. On trouve également des cartes événements. Elles ont l'indication -1. On trouve 8 cartes, elles sont numérotées de 1 à 8 et elles vont servir à compter les rondes et à indiquer à quelle période nous sommes. Enfin, on retrouve 8 jetons de points de victoire et un jeton de premier joueur. Alors Choreo, on l'a vu, c'est un jeu de cartes, mais c'est surtout un jeu de majorité. Donc pour gagner des points d'influence à la fin de la partie, il faudra réussir à être majoritaire dans les différents numéros présents sur les cartes. Donc on a vu par exemple que la carte numéro 5 dans le jeu était présente en 5 exemplaires. Si à la fin de la partie je parviens à poser 3 cartes numéro 5, je suis certain d'être majoritaire et d'empocher alors les 5 points d'influence. Si je n'ai que 2 cartes numéro 7, probablement que mon adversaire en aura plus. Ici, il a les 5 restantes et c'est lui alors qui empoche les 7 points d'influence. Alors revenons au jeu et surtout au début de la partie. Donc au début de la partie, les cartes personnages et l'événement sont mélangées, placées au milieu de la table. On place également donc les cartes qui représentent les différentes rondes du jeu, ici, dans l'ordre croissant. Donc en commençant par la 1, la 2, la 3 jusqu'au numéro 8. On a les jetons de victoire qui sont placés également au milieu de la table. Et enfin, on désigne aléatoirement un premier joueur qui reçoit le jeton de premier joueur. Alors le jeu commence logiquement donc par la ronde numéro 1. Sur la carte de ronde, on trouve d'autres indications. On trouve ici un numéro 10 qui indique en fait le nombre de cartes qu'il faudra distribuer à chaque joueur au début de la ronde. Et enfin ici un numéro en dessous, le numéro 3, qui correspond au nombre de cartes que les joueurs devront conserver en main à la fin de la ronde. Alors une ronde se décompose en 4 phases. Il y a tout d'abord la phase de distribution des cartes, la phase d'ordre, ensuite la phase principale et la phase de fin de tour. Durant la phase de distribution, donc, chaque joueur reçoit le nombre de cartes indiqué ici en haut de la carte ronde. Alors lors de la phase d'ordre, chaque joueur va sélectionner les cartes qu'il souhaite poser sur la table. Mais attention, il ne peut sélectionner que des cartes identiques. Donc si on prend l'exemple de ce joueur, il a reçu 3 cartes numéro 7. Il souhaite sélectionner ces cartes, les jouer, afin d'espérer être majoritaire dans cette couleur, pour pouvoir non seulement éventuellement gagner des points de victoire à la fin de la partie, mais également pouvoir activer le pouvoir du personnage, puisque nous allons le voir, chaque personnage possède un pouvoir particulier. Donc lors de la phase suivante, qui est la phase principale, chaque joueur va tour à tour dévoiler les cartes qu'il a sélectionnées et éventuellement activer les effets de la carte s'il est majoritaire dans la couleur de la carte. Donc ici notre joueur dévoile ses 3 cartes numéro 7. On voit que le deuxième joueur a également choisi la carte numéro 7, mais il n'en possède que 2. Donc c'est ce joueur qui pourra, lors de cette ronde, bénéficier de l'effet du personnage. Notre troisième joueur, lui, a choisi les cartes numéro 8 et il en a posé 4 devant lui. Enfin, lors de la phase de fin de ronde, chaque joueur ne pourra conserver devant lui que le nombre de cartes indiquées ici en bas de la carte de ronde. Donc ici pour la première ronde, il s'agit du chiffre 3, donc chaque joueur ne peut conserver que 3 cartes devant lui. Donc ça ne pose pas de problème pour le premier joueur, qui en profite également pour remettre ses cartes dans le paquet principal. Le deuxième joueur n'a que 2 cartes devant lui, donc pas de problème pour lui, il range ses cartes. Par contre, le quatrième joueur a 4 cartes posées devant lui. Il va devoir donc obligatoirement en défausser une et en profiter donc pour remettre son jeu dans la défausse. Alors la première ronde est terminée, on peut passer donc à la deuxième ronde. Voilà, on voit que pour la deuxième ronde, chaque joueur va maintenant recevoir 9 cartes. Donc on reçoit un peu moins de cartes en début de ronde. Par contre, on peut conserver
plus de cartes à la fin de la ronde. Donc ici, on va prendre le paquet des cartes restantes, mélanger le paquet, voilà, et redistribuer maintenant 9 cartes à chaque joueur. Dans cette deuxième donne, on voit que j'ai reçu à nouveau des cartes numéro 7 que je pourrais sélectionner afin d'ajouter à celles qui sont déjà posées sur la table. J'ai également reçu 2 cartes numéro 3. Je suis donc certain d'être majoritaire dans les cartes numéro 3, donc je décide de les sélectionner et de les ajouter à ma collection. Les autres cartes ne seront plus utilisées lors de cette ronde, elles peuvent donc retourner dans le paquet central. Chaque joueur fait de même, montre les cartes qu'il a sélectionnées et les pose devant lui. Vient ensuite donc la phase de fin de tour où chaque joueur ne peut conserver devant lui qu'un maximum de cartes qui est indiqué sur la carte de ronde. Donc ici en l'occurrence 4. Or en posant mes 2 cartes numéro 3, je me retrouve avec 5 cartes en main. Je devrais donc normalement retirer une des cartes et la remettre dans le paquet. Mais on voit que je suis majoritaire dans la carte numéro 3. C'est-à-dire que je peux bénéficier de l'effet du personnage. Ce personnage, en l'occurrence, c'est le sénateur. Quel est son pouvoir? Le sénateur permet de conserver 2 cartes supplémentaires devant soi à la fin du tour. Donc ici, en l'occurrence, je pourrais conserver 6 cartes devant moi, j'en ai 5. Donc c'est parfait, je peux conserver les cartes ici déjà posées. Le joueur numéro 3 ici, lui, a par contre 6 cartes devant lui. Il ne peut en conserver que 4, donc il doit se défausser de 2 cartes au risque de perdre éventuellement une majorité. Donc il décide de conserver un maximum de 8, mais par contre sacrifie 2 de ces 9. Voilà, le jeu continue de cette manière jusqu'à la 8e ronde, au début de laquelle chaque joueur reçoit 3 cartes et ne peut en conserver devant lui que 10. Lorsque cette 10e ronde est terminée, on regarde qui est majoritaire dans les différents numéros et on comptabilise les points. Donc dans cet exemple, je suis majoritaire en 3, ce qui me donne 3 points. Pour ma carte numéro 6, je ne suis pas majoritaire puisque c'est le joueur numéro 2 en a plus que moi. La carte numéro 7, je suis également majoritaire, donc plus 7 points, et je suis également majoritaire en 9, plus 9 points, ce qui me donne 19 points. En plus des cartes personnages, je peux recevoir en main et jouer des cartes événements. Les cartes événements sont représentées par un -1, puisque le fait de les jouer va nous faire perdre des points d'influence à la fin de la partie. Les cartes événements sont de 2 types, ce sont les cartes barbares ou les cartes lobbying. La carte barbare, si je la joue, va me permettre de détruire un personnage chez un adversaire. Donc si je décide de la jouer, je vois que cet adversaire essaye d'être majoritaire en 6, comme moi. Je peux détruire un des 6 afin de récupérer la majorité pour ce personnage. Un autre inconvénient avec la carte événement, c'est que je ne peux pas la défausser à la fin de la ronde. La carte événement lobbying va nous permettre d'échanger 2 cartes entre 2 joueurs. Donc si je décide de la jouer, je la pose devant moi et je peux échanger 2 cartes. Donc, par exemple ici je pourrais choisir d'échanger le 9 de mon adversaire contre le 7 ici. Voilà. De cette manière, cet adversaire perd une carte 7 et je renforce ma position dans cette couleur. Alors nous avons vu qu'être majoritaire dans une certaine couleur peut nous permettre de gagner des points à la fin de la partie. Mais en cours de partie, être majoritaire nous permet d'activer les pouvoirs des personnages. En effet, chaque personnage a un pouvoir particulier qui va influencer le déroulement de la partie et introduire des exceptions à la règle de base. Alors, regardons ces cartes, ces pouvoirs, carte après carte. Si on prend la carte numéro 9, on voit que lui, par contre, n'a pas de pouvoir. Donc le seul intérêt de la carte numéro 9, c'est en fin de partie, puisque cette carte va nous rapporter 9 points. La carte numéro 8, c'est le Broadcaster, dont le pouvoir est résumé ici. En fait, si je suis majoritaire en carte 8 au début de la ronde, je peux recevoir une carte supplémentaire dans ma main. La carte numéro 7 est un gardien qui nous permet de se protéger contre les événements de type barbare.
Nous verrons par la suite qu'il y a moyen en effet d'attaquer ses adversaires en leur lançant des événements. Et donc il est possible de se protéger grâce à cette carte. La carte numéro 6, c'est le banquier. Si on est majoritaire en carte 6, à chaque tour de jeu, on va recevoir un jeton de victoire supplémentaire. Attention, il n'y a que 8 jetons de victoire. Donc une fois que les 8 ont été distribués, on ne peut plus en recevoir de nouveau. La carte numéro 5, c'est l'armateur, qui nous permet, en fait, lors de la phase d'ordre, de sélectionner 2 cartes différentes au lieu de sélectionner plusieurs cartes identiques. Alors nous avons vu que quand on jouait des événements, il nous faisait perdre des points d'influence à la fin de la partie, et en plus, on ne pouvait pas les défausser. Donc grâce au prêtre, on va pouvoir défausser un événement que l'on a joué devant soi. Donc, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, la carte numéro 3, c'est le sénateur. Elle va me permettre de conserver devant moi 2 cartes supplémentaires par rapport au maximum autorisé. Ça signifie par exemple qu'à la fin de la ronde numéro 7, je pourrai conserver devant moi 11 cartes au lieu de 9. La carte numéro 2, c'est l'espion. Elle a un double pouvoir. Elle permet de voler un jeton de point de victoire à un autre joueur. Et elle permet également de se protéger contre l'événement lobbying. Enfin, la carte numéro 1, donc, qui n'est présente qu'en un seul exemplaire dans le jeu, c'est l'omniscient. L'omniscient va me permettre de départager et de gagner surtout toute égalité dans les majorités. Donc si par exemple je possède 2 cartes numéro 6 et qu'un adversaire possède également 2 cartes numéro 6, grâce à l'omniscient, je peux obtenir la majorité des cartes numéro 6 et donc obtenir le pouvoir. Attention, cet effet ne s'applique que lors du jeu et ne permet pas de départager les égalités à la fin de la partie lorsque l'on compte les points de victoire. Voilà pour l'explication de Choreo, un excellent jeu donc, de majorité, une mécanique assez simple, un jeu assez court, mais finalement des parties très variées grâce donc, au principe des actions des différents personnages, qui induit également pas mal d'interactions entre les joueurs. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.